La taxe de base téléphonique baisse de 3 centimes et la durée de taxation passe de 20 minutes à 6 minutes. On paiera moins cher à condition de parler moins longtemps. Le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Édouard Balladur, à l'heure de vérité sur Antenne 2 dans 30 minutes. On parlera de la baisse des impôts notamment. Le Lion d'Or du Festival de Venise au film Le Rayon Vert d'Éric Rohmer, c'est la première récompense internationale d'Éric Rohmer. Nous sommes le mercredi 10 septembre 1986. Cela fait 537 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. 476 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 186 jours de détention pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 126 jours de détention pour Camille Sontag. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Ce soir, sur Antenne 2, dans quelques dizaines de minutes, le ministre d'État, Édouard Balladur, sera l'invité de l'heure de vérité. Le ministre a été reçu par le président Mitterrand. Un tour d'horizon général portant en partie sur le projet de loi de finances pour 87 était l'objet de cet entretien. Et ce matin, devant le Conseil des ministres, une série de dispositions ont été annoncées. Elles tendent officiellement à mieux garantir la liberté des contribuables et à aménager les procédures les plus contraignantes. Alors je vous livre quelques-unes de ces dispositions. Pour l'imposition des signes extérieurs de richesse, le seuil d'application passe de 45 000 à 250 000 francs. Sauf en cas de flagrant délit, les perquisitions chez les contribuables relèveront de l'autorité judiciaire et non plus directement de l'administration fiscale. Enfin, le sursis de paiement en cas de redressement fiscal sera désormais automatique dès lors que le contribuable apportera des garanties. Pour ce budget 87, les projets fiscaux comportent 28 milliards d'allègements d'impôts. On va parler impôts, comme dit Gus, conformément aux promesses électorales des partis membres de la majorité. Explication Maryse Manot sur ces allègements d'impôts pour les particuliers. L'an prochain, la feuille d'impôt des Français serait plus légère. 15 milliards de francs en moins à payer pour les ménages. Mais en fait, cet allègement serait inégalement réparti. Les plus avantagés, les 130 000 foyers les plus riches de France. Ils économiseraient 8 milliards de francs, et cela grâce à deux mesures. La suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et l'abaissement de la tranche maximum d'imposition de 65 à 58%. Un coup de pouce à l'investissement, espère M. Balladur. Les revenus modestes bénéficieraient, outre les 3% d'abattement applicables à tout le monde, de réductions supplémentaires pour les couples mariés, de déductions pour frais de garde d'enfants et d'une décote sur les revenus d'actions et d'obligations. A l'inverse, les contribuables intermédiaires, et en particulier les cadres, ne bénéficieraient que de la réduction générale de 3%. Un avantage qui risque d'être annulé par la hausse des prélèvements sociaux déjà décidés pour financer les retraites. Ce sont en effet les cadres qui supportent la plus grosse part du supplément de charges, d'où la mise en garde du syndicat CGC. Pour notre part, je vous rappelle que nous supportons déjà une augmentation des charges importante compte tenu des dispositions prises récemment pour la sécurité sociale. Il faut donc que la diminution de la pression fiscale nous laisse un net en augmentation de pouvoir d'achat compte tenu de cette augmentation qui vient d'intervenir pour la sécurité sociale et en particulier pour la caisse vieillesse. Monsieur Balladur, bonsoir. Dans quelques minutes, vous serez l'invité de l'heure de vérité. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez rassurer, je dirais, Monsieur Markelly, quant à l'imposition des cadres? Je peux le rassurer et j'espère que j'aurai tout à l'heure, à l'occasion de l'heure de vérité, l'occasion de lui expliquer ce qu'est l'effort sans précédent de baisse des impôts auquel le gouvernement a l'intention de procéder cette année ainsi que l'année prochaine, qui intéresse toutes les tranches de la population, toutes les catégories, et qui intéresse aussi, et bien entendu, les cadres. Merci, Monsieur le ministre. Dans quelques minutes, on vous retrouve à l'heure de vérité. Je rappellerai aux téléspectateurs qu'ils peuvent téléphoner, vous poser des questions. Jean-Louis Le Senne les transmettra au ministre. Vous pouvez le faire par le biais de SVP. Vous avez l'habitude de le faire, SVP 1111, et pour la province, fait 16-1 auparavant. Antenne 2, l'heure de vérité, dans une trentaine de minutes.
L'automobile, les chiffres de l'automobile sont bons. Il y a une progression de 16% du marché français au mois d'août. Les marques automobiles françaises ont été les principales bénéficiaires de cette progression du marché. 16% enregistrés au mois d'août, en particulier Citroën, qui est auteur d'un spectaculaire redressement selon les statistiques qui sont publiées par la Chambre syndicale des constructeurs automobiles. Et puis, autre donnée intéressante de ces statistiques, la part de marché des voitures étrangères pour le mois d'août a reculé d'un peu plus de près de 36%. Au sud Liban, l'armée de l'air israélienne a effectué un raid, une attaque à la roquette sur un centre de regroupement de réfugiés palestiniens. Il y a 2 morts et 8 blessés. C'est le 8e raid aérien israélien au Liban depuis le début de l'année. Les autorités israéliennes affirment que ce ne sont pas des représailles après l'attentat d'Istanbul. Commentaire Philippe Gassot. On ne compte plus depuis longtemps les raids israéliens sur les positions palestiniennes au Liban, que ce soit dans le sud, dans la Beka ou sur les villages qui bordent la route de Damas. Le dernier en date a été lancé ce matin sur les faubourgs de Saïda, au sud Liban. Comme d'habitude, côté israélien, on indique qu'une base terroriste a été bombardée. Il s'agit de celle du Front de lutte populaire, des Palestiniens pro-syriens. Côté palestinien, comme d'habitude, on parle du bombardement de réfugiés et l'on met en avant les victimes civiles, en l'occurrence 2 femmes et un jeune homme. Il est difficile de considérer ces représailles de routine comme une réponse israélienne à l'attentat d'Istanbul, mais c'est peut-être là le début d'un processus qui pourrait connaître une plus vaste ampleur dans les jours ou les semaines qui viennent. La nuit dernière, c'est une vedette de la marine israélienne qui ouvre le feu sur un canot pneumatique transportant 4 commandos armés. L'embarcation a réussi à regagner la côte libanaise. Un homme à bord aurait été blessé. Selon la radio israélienne, ce soir, une rencontre Shimon Peres, le Premier ministre israélien, Hosni Moubarak, le président égyptien, aurait lieu demain à Alexandrie pour la conclusion d'un accord sur le litige du petit territoire de Taba, dans le golfe d'Aqaba. Pour lutter contre le terrorisme, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl et le Premier ministre français Jacques Chirac ont demandé hier soir la réunion immédiate des ministres de l'Intérieur des pays membres de la communauté européenne. À l'hôtel Matignon, aujourd'hui, nouvelle réunion du Conseil de sécurité intérieure, une nouvelle réunion présidée par M. Chirac. Il faut organiser la lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre employait il y a 48 heures le mot de guerre. Philippe Lefay analyse les moyens de la France dans cet engagement antiterroriste. Il s'agit donc bien en réalité d'une guerre subversive, mais d'une guerre qui doit être engagée, conduite avec tous les moyens nécessaires. Jusqu'où la France peut-elle aller dans sa guerre contre le terrorisme né au Proche-Orient? Paris a opté pour un arsenal législatif de plus en plus répressif, pour un renforcement du renseignement, pour une meilleure coordination interne et internationale du travail des polices. A l'inverse, sans résultat probant, d'autres pays ont décidé la guerre totale et ses conséquences. Israël, quand Mme Golda Meir dit non aux exigences des terroristes des Jeux Olympiques de Munich, 9 otages seront exécutés. 1985, l'automne, d'autres terroristes tuent à Larnaca des plaisanciers israéliens. Jérusalem réplique en envoyant ses avions bombarder le quartier général de l'OLP à Tunis. Plusieurs dizaines de victimes, parmi elles des civils. À l'hiver de la même année, Rome et Vienne. Carnage dans les aéroports. L'administration Reagan prétend avoir identifié la main de Kadhafi. Quelques jours plus tard, des bombes américaines détruisent un quartier de Tripoli en Libye et l'aéroport militaire. Guerre encore au Liban, quand les soviétiques font libérer par Syrie interposer leurs otages. Ils auraient utilisé les mêmes procédés que les terroristes, prise d'otages, voire exécution. Plus vulnérable, la France, elle, voit ses moyens d'action limités. Par rapport à d'autres pays européens, elle est plus visible, plus engagée au Moyen-Orient. Elle a une tradition d'ouverture de frontières, elle est plus vulnérable. Elle paraît également moins crédible, moins résolue qu'un pays comme Israël. Elle n'a pas donné toujours l'impression, au cours des 10 dernières années, qu'elle était prête à confronter le terrorisme avec toute la volonté politique nécessaire. Et elle n'apparaît pas, comme les États-Unis, une grande puissance. Elle est plus vulnérable par là même. Dans la guerre antiterroriste, interfèrent encore chantage et marchandage. Les États-Unis le prouvent quand ils demandent à Israël de libérer 1000 prisonniers palestiniens contre les otages d'un Boeing de la TWA. À Paris aujourd'hui, le dilemme s'appelle Georges Ibrahim Abdallah.
En Turquie, à Istanbul, on rendait un dernier hommage aux victimes du massacre de la synagogue. L'attentat a fait 22 morts, des hommes tués à l'arme automatique et à la grenade. 2 des victimes ont déjà été enterrées hier en Israël. Commentaire Laurence Wervin. Sous la coupole de la synagogue de Neve Shalom, qui porte encore les traces sanglantes de l'attentat de samedi, c'était aujourd'hui la prière des morts. Les obsèques des victimes, dont le grand rabbin de Turquie a énuméré la longue liste des noms. Tous des hommes, assassinés à l'arme automatique et à la grenade, par 2 terroristes encore non identifiés. Selon la tradition juive, le cortège de cercueil était resté à l'extérieur, dans la rue, où étaient massés des milliers de personnes. Les grands rabbins d'Israël, de France, les dignitaires musulmans de Turquie, ceux des églises chrétiennes assistaient à l'office, ainsi que le ministre turc de l'Intérieur et de nombreux ambassadeurs, pour un dernier hommage au cimetière d'Ulus, sur les hauteurs, au-dessus du Bosphore. Au Chili, un 3e opposant au régime Pinochet, qui avait été enlevé peu après l'instauration de l'état de siège, a été retrouvé mort dans la banlieue de Santiago. Et puis je viens de l'apprendre, les 3 prêtres français qui étaient détenus depuis lundi, c'est-à-dire Pierre Dubois, Jem Lancelot et Daniel Carvette, vont être expulsés du Chili. Cette information officielle a été transmise par le gouvernement à l'archevêché de Santiago. 2 jours après avoir échappé à un attentat, le général Pinochet accroît la répression, fort du soutien de plusieurs milliers de sympathisants qui ont défilé hier en son honneur. Les journaux sont interdits, les agences de presse sont mises sous surveillance, mais nos envoyés spéciaux, Bernard Benjamin et Jean Ray, ont pu continuer normalement leur travail. Voici leur correspondance sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans la capitale chilienne. Combien était-il hier à Santiago pour acclamer le général Pinochet? Plusieurs dizaines de milliers, sans doute, venus de tous les coins du pays, transportés gratuitement à la capitale pour crier, avec le chef de l'État chilien, leur haine du communisme. C'était du reste le mot d'ordre de ce défilé, qui a duré plus de 6 heures sur l'Alameda, en face du palais présidentiel. Mort aux marxistes chiliens et étrangers, et vive Pinochet. Peu importe notre vie, nous sommes prêtes à lutter pour notre patrie, et jusqu'à la mort. Dehors les communistes. Ce matin, la fête est terminée à Santiago. Mais au lendemain de cette manifestation, c'est la peur qui a refait son apparition dans les rangs de l'opposition. D'abord, parce que depuis la proclamation de l'état de siège, cela fait 3 cadavres d'opposants que l'on retrouve, le corps criblé de balles, dans un terrain vague de la capitale. Ensuite, parce qu'il est fort probable qu'un plébiscite sera organisé dans les mois qui viennent. Le général Pinochet l'a annoncé hier à cette tribune, une consultation qui donnerait au gouvernement chilien les pleins pouvoirs pour lutter contre le terrorisme. Autant dire la répression sans merci. Il y a quelques jours à Vitoria, dans la banlieue de Santiago du Chili, Bernard Benjamin et Jean Ray observaient les habitants de ce bidonville face aux forces de l'ordre. C'était un jour comme un autre, révélateur sans doute du climat de tension entre la population pauvre et la police du régime Pinochet. 7 heures du matin à la Victoria, l'un des bidonvilles de Santiago, un jour de grève. Avant même que les habitants de la Victoria ne commencent leur journée de protesta, les carabiniers sont venus. Ils ont tiré quelques bombes lacrymogènes et sont repartis pour bien montrer qu'ils ne toléreraient aucun débordement. Nous sommes fatigués, vous savez. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le bidonville, nous avons des morts. Les militaires fouillent les maisons. On n'en dort plus tellement on a peur. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, pour nous, il est urgent d'organiser l'autodéfense du bidonville. Et on va s'y employer très sérieusement. 11 heures, à quelques 200 mètres de là, une procession se met en marche. Les habitants du bidonville défilent en silence à l'occasion du 2e anniversaire de la mort d'André Jarlan, ce prêtre français tué par les militaires chiliens. Tous ici le connaissaient. La Victoria, c'était l'endroit où il avait choisi de vivre et de travailler, malgré les dangers de la répression. Tout le monde ici veut rendre hommage à André Jarlan.
à tous ceux qui sont tombés. Mais c'est en même temps une manifestation d'espérance et de résistance contre la barbarie du régime de Pinochet. Parce que malgré la terreur et la répression qui se sont abattus sur ce bidonville, la Victoria continue à lutter. A pesar de eso, esta población sigue en pie luchando. 14 heures, la procession est terminée, les jeunes reprennent la rue. Des pneus, de l'essence, des pierres, tout est bon pour dresser des barricades et démontrer sa haine du régime militaire. Le problème, et on l'a vu toutes ces dernières années au Chili, ce n'est pas une protesta, une barricade ou des jets de pierre qui feront tomber le général Pinochet. Ces jeunes le savent, mais ils n'ont pas d'autre moyen pour affirmer leur opposition. Il est 16 heures lorsque l'armée arrive. Immédiatement, c'est le repli. Pas question de faire face aux fusils mitrailleurs en étant armé que d'une pierre. Dès lors, tout va aller très vite et l'ordre régnera sur le bidonville. C'était une journée de grève, comme tant d'autres, à la Victoria. Demain, suite de l'enquête de Bernard Benjamin, Jean-Ray et Michel Pion au Chili. Le téléphone, qu'il soit rose ou d'une couleur moins coquine, sera moins cher. Moins cher car la taxe de base, à compter du 1er octobre prochain, baisse légèrement, c'est-à-dire 3 centimes, 77 à 74 centimes. Mais cette bonne nouvelle est tempérée par la réduction de la durée de cette taxation de base. Il faudra être concis, au-delà de 6 minutes, la taxe sera doublée. Auparavant, on pouvait bavarder pendant 20 minutes pour le même prix. Explication, Véronique Auger. Vous êtes en communication avec les PTT. Bonne nouvelle, la taxe de base du téléphone baisse. À partir du 1er octobre pour les appels locaux, la taxe passe de 77 à 74 centimes l'unité. Moins bonne nouvelle, le compteur va tourner plus vite aux heures de pointe. Désormais, de 8 à 12h30, tarif rouge de pointe, une taxe toutes les 6 minutes au lieu des 20 minutes autorisées actuellement. De 12h30 à 13h30, deuxième nouveauté, tarif blanc, une taxe toutes les 9 minutes. De 13h30 à 18h, tarif rouge. De 18h à 21h30, tarif blanc. De 21h30 à 22h30, tarif bleu. Une taxe toutes les 12 minutes. De 22h30 à 6h du matin, tarif bleu nuit. Une taxe toutes les 18 minutes. Conclusion, devoir de réserve. Si l'on veut protéger son portefeuille, les bavards devront parler plus vite. Une mesure qui pourrait pénaliser certains usagers. Les appels locaux longs des personnes malades, âgées, handicapées, isolées, des personnes qui appellent une administration et que l'on fait attendre 10 minutes avant de leur passer le service, des appels professionnels qui normalement prennent du temps, vont être pénalisés, vont coûter plus cher et à ce sujet nous protestons. Je crois au contraire que pour les ménages c'est une bonne affaire et la meilleure preuve c'est que notre administration, les télécoms, dans cette affaire vont perdre 800 millions de francs. Il y a 800 millions que nous n'aurons plus et que les consommateurs vont gagner. 6 communications sur 7, 6 sur 7 durent moins de 6 minutes. Par conséquent, 6 fois sur 7, vous serez gagnant. Chaque fois que vous appellerez la province, vous serez gagnant. Chaque fois que vous appellerez le Minitel, vous serez gagnant. Seuls paieront ceux qui occupent très longtemps en communication locale les équipements. Et c'est un petit peu normal, il faut payer ce qu'on dépense. La FUT, l'association des usagers du téléphone, le reconnaît. Jamais la taxe téléphonique n'avait baissé autant, 4%, un bon point pour les PTT. Les déclarations du biologiste Jacques Testard de l'hôpital Antoine Becler de Clamart, hier dans Le Monde et sur Antenne 2, ont suscité des réactions très vives. Le professeur Testard évoquait les manipulations génétiques et s'inquiétait de l'absence de toute réglementation, annonçant qu'il ne voulait pas poursuivre, au-delà de ce qui est suffisant, ses recherches. Cette position nouvelle en France est cependant partagée déjà aux États-Unis, comme le rapporte notre correspondant à Washington, Jacques Abouchard. À Washington, les recherches les plus poussées dans le domaine de la lutte contre la stérilité sont menées dans les laboratoires de l'hôpital Columbia. Parmi les médecins de l'établissement, le docteur Safa Rivka est membre de la puissante association American Fertility Society
qui vient de publier un rapport sur les nouvelles méthodes liées à la reproduction. Le rapport émet de sérieuses réserves morales sur certaines pratiques, notamment celles des mères porteuses. Le Dr Rivka approuve les conclusions de ses confrères, mais avec des réserves. Sur la question des mères porteuses, par exemple, il déplore le vide juridique actuel, sans pour autant combattre l'idée. Au sujet du choix du sexe des enfants, il ne s'agit pas, selon le Dr Rivka, de satisfaire le caprice de futurs parents, mais d'éviter des catastrophes. Il cite le cas des hémophiles qui chercheront à tout prix à avoir une fille, sachant que la maladie frappe les seuls enfants mâles. Pour le praticien, le domaine de la procréation déborde largement sur le spirituel, ce qui suscite une certaine appréhension parmi les scientifiques. Ces derniers sont confrontés à un phénomène nouveau dans une société, la société américaine, gagnée de plus en plus par le conservatisme. La conclusion du Dr Rivka peut se résumer à ceci: ne jouons pas aux apprentis sorciers, nous les médecins, mais ne limitons pas abusivement le champ de nos recherches. Mais ce soir, le président du Comité national d'éthique, le professeur Jean Bernard, reprend à sa manière les divers arguments. Il évoque la conscience des chercheurs et la nécessité de poursuivre les recherches. Entretien réalisé par Martine Alain. Nous avons eu deux sortes de chercheurs. La première catégorie, appelons-les les Ponce Pilate. J'ai fait une découverte et ils disent à la société: débrouillez-vous, je m'en lave les mains. La deuxième catégorie, les malheureux, qui, ayant fait leur découverte, on perçoit les conséquences qu'ils n'avaient pas toujours envisagées d'emblée, et on dit qu'il y a eu de très fortes dépressions chez les chercheurs physiciens dont les travaux avaient conduit ultérieurement à la bombe atomique. C'est à cette catégorie extrêmement honorable qu'appartient notre collègue Testard. Mais maintenant, fort heureusement, on a vu apparaître une troisième catégorie, ceux des chercheurs qui prennent conscience de leurs responsabilités. Ça a commencé à la fameuse conférence d'Asie Lomar sur le génie génétique, et ça peut conduire dans certains cas à envisager un arrêt temporaire des recherches, comme par exemple un moratoire qui a rendu des grands services en génie génétique et qui a permis ultérieurement un développement harmonieux des recherches. Tous disent nous attendons une réglementation, et que fait le comité d'éthique? Je peux vous dire dès maintenant que dans ce domaine, vous aurez une réponse avant la fin de l'année, et sans du tout révéler, car je ne sais pas encore quelles seront les conclusions finales. Je peux dire qu'il y a deux points très importants. Le premier, la nécessité absolue d'éviter le lucre dans cette affaire. Le lucre, c'est-à-dire les problèmes d'argent. Oui, il ne s'agit pas de public ou de privé, il y a du privé non lucratif, l'Institut Pasteur, l'hôpital Saint-Joseph, mais d'éviter des problèmes d'argent, et deuxièmement, d'exiger une très grande compétence des personnes qui se consacrent à ces problèmes. On nous annonce de manière très prochaine une technique qui permet de diagnostiquer le sexe chez les bovins hors de l'organisme de la mère, c'est-à-dire, en un mot, de trier les mâles et les femelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de technique transposée à l'homme? Je pense que d'abord, elle rendra des services certains dans les cas où il y a des maladies génétiques liées au sexe, dont on pourra limiter la fréquence et la gravité grâce à ces informations. En deuxième lieu, qu'il est toujours extrêmement difficile, avant qu'une recherche soit appliquée, de prévoir quelles sont ses conditions, ses conséquences. Et moi, je serai très très prudent dans ce domaine. Puis les sociétés humaines évoluent. Ce qu'elles n'acceptent pas aujourd'hui, l'accepteront peut-être dans 30 ans. Autrement dit, a priori, trier les garçons et les filles ne vous paraît pas devoir arrêter des recherches ou des techniques? Il ne faut jamais arrêter de recherche scientifique, car nous ne savons jamais à quoi ça conduit, et vous pouvez empêcher la guérison du cancer en freinant des recherches trop tôt. 30 fonctionnaires de la police et de la gendarmerie assureront du 4 au 7 octobre prochain la sécurité rapprochée du pape Jean-Paul II. C'est la première fois qu'un groupe de sécurité est ainsi constitué. Cet après-midi, les ministres de la Sécurité et de l'Intérieur présentaient ces voitures. Les voitures du pape, ce seront des espaces. Espaces préparés par Renault et Matra, avec un système de communication très sophistiqué pour la venue du pape du 4 au 7 octobre prochain. Le Lion d'Or du Festival cinématographique de Venise récompense le cinéaste français Éric Rohmer. Son film Le Rayon Vert a fait l'unanimité du public et des critiques. Éric Rohmer est âgé de 66 ans, il est discret, très discret. On se souvient au moins de sa première grande réussite, Ma nuit chez Maud. Nicole Cornu-Langlois. Lion d'Or pour le meilleur film à Le Rayon Vert d'Éric Rohmer. La nouvelle vague à l'honneur, Alain Robbe-Grillet annonce le triomphe d'Éric Rohmer qui, depuis 20 ans, insaisissable, s'abrite derrière ses comptes moraux. On a improvisé sur un schéma. Avec Rohmer nous donnait des choses à dire. C'est-à-dire on a travaillé beaucoup avant le tournage sur la situation et les différentes situations. Et puis
Avant chaque prise, il nous répète en gros ce qu'on doit dire. Et nous, le jeu, ça consiste à dire ces choses-là avec nos mots, et puis un peu d'élargir pour pas rendre la chose trop plate, quoi. Écoute, oublie-toi les soucis, hein. Mais j'oublie mes soucis, j'y pensais pas. Je veux dire, on parle, montrer les choses, là, je sais pas quoi. Moi, j'ai rien. Je veux dire, si j'avais des choses à montrer, les gens les auraient vues, c'est tout. Quoi, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils te laissent tomber, mais écoute, non. Ne pense pas comme ça, il faut que je suis pas pareil que toi, tu vois bien, je suis pas une fille comme toi, pour moi les choses c'est pas évident, je suis pas normale comme toi, pour moi si j'avais quelque chose à montrer, quelque chose à donner, les gens l'auraient vu, si je suis larguée, c'est normal, c'est certainement de ma faute. Quand je fais des efforts, je sais d'écouter les gens, tout ça, et de leur parler. Mais non, je suis ouverte, je crois pas qu'on peut être plus ouverte, j'écoute, je regarde ce qui se passe et je veux dire, si les gens vont pas vers moi, c'est que c'est comme ça, c'est que je veux rien et... Écoute, Delphine, oublie ton souci, oublie tout. Ce soir, on va s'amuser. Oui, je suis très heureux pour Éric Rohmer, qui est un homme d'exception, parce que d'abord, il a le luxe d'être un homme libre. Il ne se préoccupe pas ni du commercial, ni de l'argent. Il fait ses films avec des amis, et c'est toujours des films exceptionnels. Et quand j'ai tourné Le Genou de Claire, c'est un très beau cadeau qu'il m'a fait. Le texte était écrit par lui et c'était comme un texte classique. J'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre, mais quand je l'ai eu appris, c'était superbe de simplicité et de tendresse et d'humour. Et là, en plus, il a le bonheur de révéler des jeunes acteurs, des jeunes actrices. Et c'est un beau cadeau et on est très fiers pour le cinéma français car Éric Rohmer est un poète et les poètes ont toujours raison. Sport, football, depuis 20 h sur le stade de Reykjavik, la capitale islandaise. L'équipe de France sélectionnée par Henri Michel dispute son premier match éliminatoire pour le championnat d'Europe 88. Olivier Ray, le score. Et après 21 minutes de jeu, eh bien l'équipe de France et l'équipe d'Islande sont à égalité 0-0. Une équipe de France qui s'est créée quelques occasions, notamment grâce à Yannick Stopira et à Stéphane Paille, le nouveau joueur de cette équipe de France, le jeune socialien de 21 ans incorporé par Henri Michel. Une équipe de France qui dispute un match très important dans cette phase éliminatoire du championnat d'Europe dont elle détient le titre. Une équipe de France qui est tombée dans un groupe plutôt difficile avec l'Islande, mais surtout la RDA, l'URSS et la Norvège. Pour l'instant, l'équipe de France s'en sort pas trop mal. Le résultat dans notre dernière édition vers 23 h. Il y aura un quartet demain sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous propose de noter les pronostics de Pierrette Bresse pour ce quartet dans le prix Kéros avec 15 partants. Elle vous propose de jouer le 7 Perugine, le 4 Polstock, le 15 Pélops, l'As Prince de Bellon, le 3 Pamponnet, le 14 Permadour Jed, le 2 Polumbia et le 6 Pépigramme. Et pour la météo, une question. Mais pourquoi a-t-elle un collier noir ? Parce que c'est nécessaire, la touche sombre est absolument obligatoire, tout simplement parce qu'on attend des nuages, c'est la nouveauté. Alors demain matin, le soleil brillera, mais lorsque vous regarderez votre baromètre, vous apercevrez qu'il est en baisse. Pourquoi? Eh bien parce que voilà, on attend cette perturbation. Pour le moment, elle est située sur la Corogne et elle va gagner notre pays petit à petit. Résultat, sur la carte de demain, après une belle matinée, les nuages arriveront en milieu de journée, surtout sur le sud-ouest, d'abord l'Aquitaine, les Pyrénées, jusqu'au golfe du Lion, et puis ils remonteront au fur et à mesure vers la Charente-Maritime et jusqu'à la Bretagne. Ils pourront donner quelques orages, mais partout ailleurs, persistance du beau temps malgré quelques passages nuageux. Les températures, elles sont stationnaires. Voici les maximales, de 15 à 21 degrés sur la moitié nord et de 21 à 26 degrés sur la moitié sud. En ce jeudi 11 septembre, le soleil se lèvera à 7h22, se couchera à 20h12, 3 minutes de soleil en moins, et ce sera la Sainte-Adelphe, pas Adolphe. Adolphe, ce sera pour plus tard. Adelphe. D'accord. Dernier journal de la rédaction Antenne 2, 23h30. Philippe Arroy recevra Harlem Désir et le journaliste anglais Michael Parrott à propos du film Beautiful Laundrette, un film qui évoque l'immigration à Londres. Dans quelques instants, l'heure de vérité. À demain 20h. Bonsoir. Merci.